75, c'est le nombre de films que j'ai vus sortis en 2024 l'année dernière et je vous propose, comme traditionnellement chaque année, de revenir sur les tops et flops, que ce soit en termes de films et également en termes de séries. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va parler négatif. En effet, mettons d'ailleurs la LED qui va bien, parlons des flops films, et oui, il y a eu beaucoup de loupés je trouve en cette année 2024, beaucoup quand même de flops ou de films sympathiques sans plus et assez oubliables, et vous allez voir que dans cette vidéo, c'est les arguments qui vont assez beaucoup revenir. Moi moche et méchant 4. On commence avec de l'animation, malheureusement, Moi moche et méchant 4, oui, quatrième opus de la licence de Illumination. Je trouve que le film montre très bien cette mode en ce moment de ces dernières années à faire des suites de licences. Moi moche et méchant 1 et même Moi moche et méchant 2, c'est pour moi des classiques connus à partir de ce moment-là, les Mignons, qui font partie très clairement de la pop culture aujourd'hui. Et voilà, malheureusement, il y a eu un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Il y a eu un spin-off avec les Mignons 1, les Mignons 2. Oui, il y a les Mignons 3, ou même Moi moche et méchant 5, je crois, qui sont en préparation. Bref, voilà, oui, ça montre finalement toutes ces suites à succès. On parle de Disney avec Toy Story notamment, on parle de DreamWorks qui a annoncé un Kung Fu Panda 5 également. Des films qui finalement ne racontent pas grand chose, on fait juste ça pour l'argent, on va se l'avouer, et ce Moi moche et méchant 4, qui n'était pas non plus je trouve une séance abominable, voilà, j'ai passé un beau moment en regardant le film, mais c'est un film vachement oubliable et c'est pas un film que je reverrai. Voilà, j'ai clairement oublié le film. C'est du cliché et surtout du déjà vu par rapport à des scénarios finalement des précédents opus. On n'a pas de développement de personnages et on n'a surtout pas d'évolution finalement entre les opus. Ça reste oui très mid en fait, voilà. Bon, je l'attendais pas forcément, mais ça aurait pu être, oui, un bon succès de l'été, et je crois même qu'au niveau du box-office, ça a plutôt bien fonctionné. Malheureusement pour moi, ça n'a pas non plus super bien marché. Certes, tu regardes le film, t'es assez diverti, mais finalement, 6 mois plus tard, sachez-le, j'ai complètement oublié le film, sauf les millions super-héros 4 fantastiques. Bref, à part ça, oui, c'était pas non plus incroyable. Il y aura un Moi moche et méchant 5, encore une fois, pourquoi faire. Bob Marley, One Love. Allez, on continue avec un nouveau thème à la mode, les biopics musicaux, et il n'y en a pas eu non plus énormément qui sont sortis du lot. Cette année, on a eu le droit à, oui, un film sur Amy Winehouse, Black to Black, on a eu le droit à un film sur Charles Aznavour. En 2025, là en début d'année, on a le droit à un film sur Robbie Williams, mais également sur Bob Dylan, voilà, interprété par Timothée Chalamet. Bref, un film sur Johnny Hallyday, un film sur Michael Jackson en octobre. Les biopics musicaux, en vois-tu, en voilà. Et pas mauvais, honnêtement, je trouve que l'acteur qui interprète Bob Marley, voilà, il joue bien. Et l'avantage du film, c'est que tu sors de là, t'as juste envie de réécouter les musiques de Bob Marley, ça marche. J'ai appris plein de trucs aussi au niveau de la vie de Bob Marley, ses valeurs, ses engagements aussi forcément, mais malheureusement c'est assez... c'est le même problème avec tous les biopics musicaux, je trouve, c'est que tu prends la page Wikipédia du chanteur, de l'artiste, et c'est plat en fait. Je trouve il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Ouais, en fait tu sens encore une fois que, bon, Bob Marley en soi, t'as peut-être un peu plus ce côté hommage, ce côté encore une fois ses engagements, ses valeurs. Dans d'autres biopics musicaux, tu ressens quand même un peu plus le côté shake derrière. Préféré par exemple le biopic sur Amy Winehouse, personnellement. Mais voilà, en soi, Bob Marley ou Amy Winehouse, je peux le mettre dans le même panier de tous les biopics musicaux finalement. C'est pas non plus inintéressant, mais c'est assez plat, assez fade. Je suis pas passé à côté encore une fois dans la salle, mais plus j'y pense et plus... ouais. Making of. Making of, c'est le film de Cédric Kahn après le procès Goldman, et oui, sorti en début d'année 2024. C'est malheureusement... en fait, c'est pour l'instant, en tout cas, les premiers films que je vais vous parler, c'est effectivement un côté très mouais. C'est-à-dire que ça se regarde et malheureusement tu vas très vite oublier le film. Et ben c'est ce qui s'est passé aussi pour ce film-là. Certes, il y a le côté making of, il y a le côté coulisses, budget aussi du film, etc. On a oui des acteurs comme Benoît Podalides, comme Jonathan Cohen, qui j'avoue, j'étais voir le film pour Jonathan Cohen, pardon, un acteur que personnellement j'apprécie, et j'apprécie son humour un peu barré et un peu débile.
Pour autant, j'ai pas retrouvé le Jonathan Cohen que j'aimais bien, en fait. J'ai pas forcément rigolé aux vannes du film. C'est peut-être pas un film qui est non plus promu pour être comédie, etc. Mais malheureusement, je suis quand même assez passé à côté du film, je pense. Encore une fois, c'est pas mauvais, j'ai rigolé à pas mal de vannes, oui, certes. Mais encore une fois, je vais le répéter, c'est oubliable pour moi. Et voilà, c'est pas un film que je reverrai. Oui, ça reste intéressant, même si en soi, ça fait quand même beaucoup de mise en abîme et beaucoup de films qui parlent de cinéma au cinéma, je trouve, ces derniers temps. Venom, The Last Dance. 2024 a aussi été synonyme de Sonyverse. Et oui, si vous ne connaissez pas le Sonyverse, c'est tout simplement des films de chez Sony qui parlent des méchants, qui traitent des méchants de Spider-Man, mais sans Spider-Man. Voilà, on a eu le droit cette année à du Madame Web, à du Kraven, et également un peu avant Kraven, Venom, The Last Dance, qui est donc oui en 7ème position. Franchement, je vais être un peu plus gentil que les personnes, que les critiques autour de ce Venom 3, la preuve, il est que en 7ème position, c'est-à-dire que finalement c'est pas été un mauvais moment, voilà. J'ai bien aimé le premier opus, le deuxième était pour moi une catastrophe, et donc par rapport à cette catastrophe du deuxième opus, j'ai trouvé que Venom 3 était peut-être, oui, le moins pire des pires, si vous voyez ce que je veux dire. C'était mieux que le premier opus, c'était mieux que le deuxième, oui c'est clairement le meilleur opus de la trilogie, mais c'est pas non plus super fou, hein, finalement. Ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement ce côté symbiote qui est bien plus mis en avant. Effectivement, on a un méchant comme Knull qui est un méchant assez, même très important dans les comics Marvel, les comics Spider-Man entre autres, et qui là, bon, a été utilisé un peu à l'arrache pour 2 minutes de scène, et encore, même pas 2 minutes. Voilà, vraiment, c'est encore une fois un méchant, un personnage mythique finalement de l'univers de Spider-Man qui a été complètement dénaturé en fait voilà par Marvel, par Sony surtout. Voilà, ça respecte pas forcément, même pas du tout les comics. Et pourtant, voilà, j'ai trouvé que le film était plus épique, plus sombre. On a quand même toujours cet humour à deux balles qui des fois marche, mais des fois marche pas forcément. Mais je vous avoue que voir un Venom danser et chanter même sur du Dancing Queen, bon, c'était pas dans mon bingo de l'année, croyez-moi. C'est mauvais, oui, il n'y a pas grand chose qui va, et pourtant, c'était pas si mauvais que ça. Je pense qu'en fait, on a tellement eu, notamment avec Madame Web, spoiler, on va en parler juste après, notamment avec Madame Web, on a tellement eu quelque chose de catastrophique qu'il y a eu un peu, oui, cette peur, je pense, qui est arrivée, et croyez-moi, c'était pour moi en tout cas, si vous n'avez pas vu Venom 3, que vous avez détesté Venom 2, essayez quand même Venom 3 parce que honnêtement, bon là il y a eu une scène post-générique à la fin de Venom 3 alors qu'on sait que normalement l'univers c'est ciao. Honnêtement, oui, divertissant, un peu malaisant à des moments, oui les vannes ne marchent pas toujours, même pas vraiment, ça dénature quand même un petit peu le Venom qu'on peut connaître hein, quand même des jeux vidéo, des comics, voilà vis-à-vis de Spider-Man. Il y a du mal. Ah mon dieu, seul film d'horreur que j'ai vu cette année. Il y a du mal. Alors je l'ai regardé, pourquoi? J'étais le voir au cinéma. Parce que effectivement je suis en études de communication, voilà, voilà, rien à voir, hein, dit comme ça, mais un petit peu quand même. Je suis en études de com, et effectivement, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, des robots, etc., et de l'avenir, finalement, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu peur dit comme ça, mais effectivement, c'est quand même des choses qui m'intéressent, forcément, s'intéresser à l'IA, s'intéresser aux innovations, etc., et donc j'ai été voir l'IA du mal, pour voir un petit peu, et si, waouh, what if, et si, oui, une IA chez toi commençait à perdre la tête et faire n'importe quoi chez toi. Ok, c'était pas fou. Certes, il y a des bonnes idées, je trouve, en termes d'IA, en termes de tout ça, et en fait, tu te rends compte vraiment que l'IA maintenant, chez toi, en fait, tu vis avec l'IA tous les jours, et l'IA, même si c'est un film, même si c'est un film d'horreur et que c'est pas forcément ça dans la vraie vie, ça peut quand même faire peur. En effet, une IA qui te parle à ton enfant, etc., et tout ce qu'il peut faire finalement est modifier des images, modifier des vidéos, etc., aussi pour accuser des gens. Voilà, bon, ça c'est des intrigues secondaires du film, mais voilà, pour montrer à quel point l'IA peut quand même faire des choses maintenant, en tout cas, et encore, on n'est que en 2025, qu'est-ce que ça va être dans 25 ans? Bref, le but du film était bien. Malheureusement, on est parti dans quelque chose d'un peu trop what the fuck à mon goût. On a commencé à partir un petit peu du sujet pour là partir un peu plus dans
en soi du surnaturel et en même temps des trucs vachement bizarres. Le film est vachement long, 1h20 le film, et oui, encore une fois, il faut bien attendre 40 minutes pour que le film se lance enfin et que t'as envie finalement de savoir la suite en fait, tout simplement. Oui, aussi, un film d'horreur, bah, le gros derrière moi là, il fait plus peur que le film. Non, ok, il y a les deux screamers, et encore, voilà, des mini-screamers. J'ai sursauté quelques fois, effectivement, mais en fait, j'ai pas forcément sursauté par la scène, voilà, j'ai sursauté par l'ambiance, tout simplement. En fait, tu penses voir un film d'horreur, et bah, forcément, voilà, t'as un mini bruit d'assiette qui tombe, tu sursautes, alors que c'est juste une assiette qui tombe, calme-toi, mec. Voilà, malheureusement, je suis passé à ça à côté du film. Encore une fois, finalement, hein, ça reste divertissant. On est encore là-dedans pour l'instant. On est encore dans la catégorie divertissant. La famille est assez chiante, je vais être honnête. Effectivement, elle va donc être confrontée à une IA qui va prendre donc de plus en plus de place dans la maison, de plus en plus de pouvoir, même au fur et à mesure donc du film. Voilà, ça va quand même. Effectivement, il n'y a pas d'originalité, mais ça va donc parler de technologie, des dérives, encore une fois, de cette technologie. Voilà, également le fait que bah, les robots et l'IA peut remplacer des liens familiaux aussi. Voilà, peut remplacer forcément quand la mère ou le père est occupé ou autre, et ben bah, l'IA va s'occuper des enfants, et donc c'est là où les dérives vont commencer à arriver. Mais oui, le fait que la technologie, les robots, l'innovation peut remplacer l'homme avec un grand H, bon, Race for Glory. Un film de voiture sorti il y a quelques mois maintenant, en février. Race for Glory, ça a été pas forcément une déception parce que je m'attendais non plus à rien, mais ça a été le gros dodo de cette année. Voilà, je vous avoue. J'ai bien dormi devant cette séance parce que c'était pas intéressant, c'était pas... Enfin, tu vois, si, pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Effectivement, pour moi, personne qui est pas forcément intéressé par les voitures, etc. Parce que oui, ça va parler donc de la concurrence entre Audi et Lancia. Donc il y a même des beaux acteurs, comme notamment le Baron Zemo de chez Marvel, qui est dans ce film. Voilà, ça peut être intéressant, mais en tant que personne, moi, lambda, qui aime pas forcément, enfin qui aime pas forcément non, mais qui est pas forcément intéressé plutôt par les courses de voitures, etc. C'était pour moi un film, oui, qui aurait pu, en tout cas, me faire penser à un autre film qui est Gran Turismo, oui, sorti en août 2023. Un film que j'avais bien apprécié pour son côté voiture, pour son côté fun, pour ce côté peps, vraiment. Voilà, on a des courses de voiture à 100 à l'heure, pardon. On a vraiment, oui, ce côté vitesse qui va prendre le dessus, plus technique, on va dire. Il n'y a pas de course, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment un peu ce côté stratégie de concurrence, etc., entre donc Audi et Lancia, sans forcément, oui, avoir des courses de voitures spectaculaires. Il n'y a pas de climax, il n'y a pas de moment intense, je trouve, dans le film. Et oui, ça, c'était vraiment mon avis à la sortie de la séance. Là maintenant, encore une fois, 6 mois, même plus que 6 mois, 10 mois plus tard, j'ai clairement oublié le film. Tout comme je le disais, j'ai dormi devant, voilà. Mais voilà, c'était pas, je trouve, en tout cas, un film super intéressant. Voilà, enfin en tout cas dans l'idée c'était intéressant. Malheureusement comment ça a été fait, c'était assez long, assez ennuyant. Et j'ai pas un super souvenir de ma séance, je vous avoue. Sauf des beaux rêves dans les bras de Morphée. Ouais. Mégalopolis. Ça y est. Ah ça y est, Mégalopolis, effectivement, en quatrième position, le nouveau film de Francis Ford Coppola, réalisateur de Apocalypse Now, du Parrain. Bref, vous savez, j'en ai parlé sur TikTok, effectivement, Megalopolis, ça a été rude. C'était quelque chose. Je vous jure, ça a été 2h30, je crois, 2h20, 2h30. Ouais, en plus j'étais voir ça, mais quelle idée, j'étais voir ça direct un mercredi matin. Ouais, je me rappelle, j'avais pas cours à ce moment-là. Et je suis parti voir Megalopolis. Mais quelle idée, Victor, qu'est-ce que t'as eu, franchement. J'étais dans la même séance que Reg le gorilla, voilà, pour info. Voilà, j'étais dans la même séance que lui. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai pas aimé ma séance. Enfin, non. Non, là juste d'y repenser, j'ai juste en fait ce souvenir d'avoir subi cette séance. Coppola a voulu faire un film vachement poétique, vachement philosophique, vachement tout ce que vous voulez, et juste en voyant la bande-annonce, il faut prendre de la coke pour tout comprendre. Non, pardon. Non, plus sérieusement, effectivement, c'était
On a du Adam Driver, on a du Nathalie Emmanuel, même les acteurs finalement sont pas incroyables, je trouve. Le rythme était assez en dents de scie, on va dire. Les effets spéciaux étaient pas dingues. En fait, c'est vraiment un film expérimental, j'ai envie de dire. Mais en fait, avant le film et après le film, tu comprends toujours pas ce que le réalisateur a voulu montrer. Le film lui a demandé plus de 60 ans, il a voulu faire vraiment son film ultra complexe avec du psychédélisme, mais non, ça n'a pas marché sur moi, pas du tout même. J'ai eu un ressenti de 4 heures dans cette salle de cinéma, je vous jure à la fin j'en pouvais plus, je voulais juste que le film s'arrête vraiment, et en même temps en fait quand je suis sorti je me suis dit waouh mais en fait qu'est-ce que je viens de voir, c'est un film super, encore une fois expérimental, psychédélique etc, que finalement je savais même pas si j'avais aimé ou pas aimé ma séance, et j'avais aimé ou pas aimé le film. En fait, tu penses comprendre des trucs et finalement on te brain et en fait tu comprends toujours pas. T'as des personnages quand même assez caricaturaux. Le personnage joué par Audrey Plaza, je vous jure, non, en fait, pas du tout. Et que dire de plus, le film dure 2h18 et le début du film en tout cas était compréhensif, était intéressant. Et plus le film avance, plus tu pars dans des choses assez loufoques. Alors, soit c'est moi qui est con, je ne pense pas, vu les retours que j'ai eu du film, soit il y a que moi qui est con, ou alors juste Coppola ne savait pas trop sur quel pied danser. Encore une fois, 60 ans, voilà, pour le faire. Et j'ai été plus diverti par le prochain film que je vais vous parler que par celui-ci. Pourquoi j'ai mis celui-ci quand même avant le prochain, c'est que il a au moins eu l'effort d'essayer. Voilà, il y a au moins eu une patte quand même, il y a au moins eu quelque chose en termes de réalisation, en termes de photographie, en termes de voilà, il y a eu quelque chose, d'accord, par rapport au prochain film que je vais vous parler. Adam Webb. Retour du Sonyverse, ça faisait longtemps, Madame Web, et oui, film sorti le jour de la Saint-Valentin, mon dieu, avec Dakota Johnson et Sydney Sweeney et Tahar Rahim. Ah mon dieu. Alors bizarrement, je me rappelle bien de ce film. Voilà, je vais pas vous dire non, il est pas mémorable, c'est je pense clairement ma séance. Ma séance, hein, où j'ai le plus rigolé. Voilà, vraiment, on était au tout dernier rang de la salle de cinéma. C'est la séance ouais, où j'ai le plus rigolé, où même je pleurais de rire carrément, mais pas par l'humour du film, non, non, par l'absurdité plutôt de ce film, par la réalisation, par les effets spéciaux, par la communication mensongère aussi derrière ce film, et ces fameux costumes qu'on ne voit finalement pas. Le m'en-foutisme également des acteurs, voilà, Sydney Sweeney, elle l'a dit je crois même, en fait qu'elle a fait ce film pour entendre parler d'elle pour l'autre film Tout sauf toi, la fameuse comédie romantique qui était d'ailleurs assez sympathique. Voilà, vraiment, que ce soit elle, que ce soit Isabella Marquez, que ce soit Dakota Johnson, donc la communication de ce film, pareil, il y a eu un seul trailer qui est sorti, mais voilà, voilà, que dire, voilà, même en fait, même leur discours, il y a un discours de Sydney Sweeney qui m'a bien fait rire. Avant la sortie du film, même Sydney Sweeney ne donnait même pas envie, en fait, d'aller voir Madame Web. Même elle avait de l'autodérision, en fait, en disant, mais pourquoi j'étais faire ce film? Voilà, vraiment, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Bon, certes, il y a quand même une partie du film assez intéressant, mais oh là là là, mon dieu, mon dieu. Que ce soit les flashbacks, non, la musique était pas mal, parce que le film doit normalement respecter le côté années 2000, ça la respecte bien, je trouve. Il y a quand même Toxic de Britney Spears, voilà, dans un bar, avec Sydney Sweeney qui danse sur une table, mon dieu, ouais. Voilà, et le méchant, il se fait mettre KO par une bouteille de Pepsi géante. Oui, c'est dans le film. Enfin bref, Madame Web, c'était vraiment un de mes souvenirs de mon année 2024, clairement. Je vais m'en rappeler de ce film, hein, mais pas pour les bonnes raisons, clairement. Voilà, bon, le film a évidemment bid au box-office. D'ailleurs, du coup, je viens de recevoir une notification comme quoi l'Académie des Oscars a dit que clairement, Madame Web n'était pas éligible d'être nommée dans la catégorie meilleur film aux Oscars. Franchement. Le film de Saint-Valentin, mon dieu, hein. Ah oui, je m'en rappelle, hein. Oh, c'était quelque chose. Les popcorn étaient meilleurs que le film, si je peux me permettre. Bonjour, je termine cette vidéo 20 000 ans plus tard, après la première partie de ce que vous venez de voir, et on se retrouve, vous le savez, forcément, pour la suite et fin de ce flop film 2024, avec la deuxième position. Borderlands.
Et oui, je savais pas trop quoi choisir entre les deux prochains films pour cette deuxième place, et j'ai choisi Borderlands, adaptation donc du jeu vidéo du même nom. Aussi la mode ces dernières années au niveau des jeux vidéo de faire des adaptations au cinéma, que ce soit évidemment The Last of Us en 2023 ou même Mario, ou encore Fallout cette année, et évidemment donc ce Borderlands. On aura le droit aussi, on a appris récemment, à un film donc sur Horizon Zero Dawn au cinéma. Bref, Arcane évidemment cette année. Enfin voilà, beaucoup quand même d'adaptations de jeux vidéo. Et franchement, ces derniers temps, fallait pas se plaindre. Voilà, en termes d'adaptation, que ce soit Mario, The Last of Us. Pourtant, Borderlands a été un petit peu l'erreur. Voilà, ça a été un petit peu l'intrus, ça a été un petit peu le désastre industriel en termes d'adaptation de jeux vidéo cette année. Et oui, Borderlands, que dire honnêtement, à part que c'était quand même assez, voire vachement mauvais en termes de scénario, en termes d'humour, en termes d'acting également. Rien n'allait réellement, à part juste le fait que l'univers était plutôt respecté. Je trouve quand même qu'on est sur une vaste copie, une vague copie de Les Gardiens de la Galaxie, de Suicide Squad et de tous ces films à équipe où chacun a un peu son caractère assez cliché d'ailleurs dans ce Borderlands, et où ils vont devoir faire équipe pour faire une mission. Pour autant, l'humour à deux balles, honnêtement, c'est plus pour moi. Je passe mon chemin et j'ai pas forcément apprécié ma séance de Borderlands. C'était quelque chose d'assez waouh. Kate Blanchett, et oui, c'est pas n'importe qui, Kate Blanchett, qui se retrouve dans ce film avec une perruque et un costume digne de Jiffy. Oui, c'est Borderlands, et pour finir, évidemment, des effets spéciaux moches, des twists qui sont évidemment très très prévisibles. Bref, non, honnêtement, ça m'a même pas du tout donné envie de découvrir les jeux vidéo sur Xbox, que je connais évidemment pas du tout. Je me suis dit, vas-y, je vais aller voir le film, peut-être que j'avais entendu évidemment les retours catastrophiques, et pourtant j'y étais. J'aurais pas dû, mais encore une fois, il faut se fier à son propre avis. Attention, le number one de cette année, c'est un film Netflix. Et oui, Netflix, merci. Merci pour les travaux. Parce que franchement, oui, vous avez fait des choses très très bien. On en parlera dans le top série, surtout évidemment. Et pourtant, là, c'était pas fou du tout. On parle évidemment du film Loup-garou avec Franck Dubosc. M'en faut plus toucher. Alors, ce film, ça a été quand même un bon divertissement pour me foutre de la gueule des gens du film. Voilà, alors oui, le film a un réalisateur, oui, le film a quand même été travaillé, et même si je me fous de la gueule du film, je vais pas me foutre de la gueule des gens qui ont travaillé sur le film. C'est pour moi deux choses assez différentes. Les personnes qui travaillent sur le film, ils ont un métier, et peut-être que en effet, c'est pas de leur faute à tout le monde, finalement. Juste, je trouve que il n'y a pas grand chose qui va dans ce film. Adaptation du jeu vidéo, donc de Loup-garou de Terre-sur-Lieu, et ça dure 1h30, je crois, 1h30, assez longue quand même. Alors oui, franchement, le concept de l'adaptation est pas mal, même si effectivement, comme m'ont dit beaucoup de gens, c'est un mélange entre Jumanji et Les Visiteurs, avec notamment Jean Reno, qui est de la partie, et donc évidemment Franck Dubosc. Scène de l'année, c'est quand même Franck Dubosc qui chante sur du Allumer le feu quand sa femme est sur un bûcher. Oui. Sa femme, qui elle est donc avocate, oui parce que j'ai même pas expliqué le concept, mais en fait c'est des gens, des joueurs, des Français, qui jouent au jeu du loup-garou et qui vont se retrouver plongés dans le monde médiéval. Et donc et donc finalement on aura évidemment des quiproquos comme la femme, donc la mère de famille, qui est en 2024 avocate et qui va se retrouver en 1400 dans un monde médiéval où le féminisme n'était pas, d'accord. J'ai évidemment pas parlé de pourquoi je le mets si bas, c'est quand même évidemment les effets spéciaux, c'est loup. La transformation d'humain à loup-garou, j'ai jamais eu autant un fou rire que à ce moment-là devant un film. Si je peux me permettre, je trouve que le trio loup-garou, Borderlands et Madame Web correspond très bien à cette ambiance humour à deux balles, effets spéciaux moches, cringe, voilà quoi. Et puis Megalopolis juste avant le podium, Megalopolis juste parce qu'on comprenait rien. Voilà, puis après le reste c'était divertissant mais pas très
mémorable finalement. Voilà. Et bah écoutez, on va se retrouver début de semaine prochaine pour normalement le top film 2024. Parlons positif, parce que quand même, on a pu aujourd'hui critiquer des films, mais croyez-moi qu'il y a quand même des petites pépites qu'il faut souligner, et on en parlera la semaine prochaine. Allez, salut, n'hésitez pas à me dire, vous, votre top flop du coup, film 2024, qu'est-ce que vous avez détesté cette année, et peut-être qu'il y aura un petit loup-garou qui passera par là. Maybe. Bref, allez, salut, peace.